Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme convenu, nous allons commencer cette nouvelle session de formation en ligne dédiée à l'énergie solaire et organisée par Victron Energy. Aujourd'hui, on va parler de stockage et de batterie. On verra notamment comment fonctionnent les batteries, comment bien dimensionner un banc de batterie. On donnera des conseils pratiques sur les batteries, notamment dans le contexte africain. Alors, comme les fois précédentes, je serai principalement le présentateur de cette formation. Donc, mon nom est Yoann Le Foll, et donc je suis responsable des régions Afrique de l'Ouest et centrale et de Madagascar chez Victron Energy. Anko van der Wijk est aussi là en support, notamment pour répondre à vos questions. Et lui, il est ingénieur support en Afrique de l'Ouest. Donc cette session de formation en ligne est la troisième de notre série. On a d'abord présenté les produits et les solutions Victron Energy. La semaine passée, on a parlé de bilan de puissance et de choix du convertisseur. Et aujourd'hui, on va parler de stockage. On fera un rappel sur les définitions qu'on utilise pour les batteries et pour le stockage en général dans les systèmes d'installation solaire. Ensuite, on expliquera comment fonctionne la batterie assez en détail. Puis, on verra comment bien dimensionner un banc de batterie dans une installation solaire. Et on terminera par des conseils pratiques, des conseils pour vous sur le terrain, comment justement bien installer, bien utiliser, bien dimensionner un banc de batterie. Donc aujourd'hui, on touche un thème qui est très important, qui est le stockage, les batteries. Bon nombre d'entre vous savez que c'est un peu un point sensible des installations solaires. Donc c'est pour ça que je me permets de prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui sur cette formation qui devrait durer à peu près 1h15. Alors juste très rapidement, en 2 pages, puisque ça a été l'objet de la première présentation de cette série de formations, je voulais quand même rappeler qui était Victron Energy pour donner un peu de contexte à cet événement, à cette formation en ligne. Donc on est un fabricant d'équipements destiné aux installations d'énergie avec stockage. Donc on fabrique des convertisseurs chargeurs, des régulateurs de charge solaire, des batteries, des systèmes de monitoring, etc. Victron Energy est une société hollandaise qui existe depuis plus de 45 ans et nos produits sont reconnus du fait de leur qualité. Ils sont garantis 5 ans, mais aussi des nombreuses innovations qu'on apporte sur le marché et enfin de leur très bon rapport qualité-prix. Travailler avec Victron Energy lorsque vous êtes un installateur solaire en Afrique, c'est aussi avoir la possibilité de répondre à de nombreux projets en travaillant avec une seule et même marque, un seul et même fournisseur, puisque nos solutions vont permettre de faire des systèmes très petits, disons allant de 50 watts en courant continu jusqu'à quasiment 200 kilowatts, donc pour des applications de type mini-réseau, etc. Donc on a une très grande gamme de solutions et on n'offre pas simplement des produits, mais vraiment un service. Donc on a des distributeurs agréés dans toute l'Afrique, sur plus de 25 pays, qui vont vous apporter un support technique, un SAV et du stock de produits localement à des prix compétitifs. L'avantage de travailler avec Victron, c'est justement d'avoir tout cet environnement autour du produit qui vous assure un maximum de support. Voilà un petit peu pour le rappel vis-à-vis de Victron Energy. Maintenant, j'en viens un petit peu au sujet d'aujourd'hui, qui est le stockage, donc le stockage d'énergie dans un système d'énergie solaire, pardon. Et donc, tout d'abord, je voulais réexpliquer un petit peu le rôle des batteries, même si ça peut avoir l'air simple pour bon nombre d'entre vous. Ici, ce qu'on voit sur ce graphique, en gris, c'est la courbe de charge. Donc, c'est quelque chose qu'on a bien vu la semaine dernière. C'est
disons, la demande des appareils qui sont connectés à notre système d'énergie solaire. Et en jaune, ce qu'on voit, c'est la courbe de production solaire, hein, puisque le soleil étant évidemment disponible uniquement en journée. Et donc, on remarque que cette énergie étant disponible uniquement en journée, il faut notamment la stocker pour l'utiliser la nuit et aussi en cas de conditions nuageuses avec une faible irradiation. Donc, de manière très générale, c'est ce à quoi vont servir les batteries. Si on rentre un petit peu plus dans le détail en fonction des types de systèmes qu'on va faire, et du coup du rôle des batteries liées aux applications des systèmes, si on est dans le cas d'un système solaire photovoltaïque complètement autonome, qui fonctionne à 100% grâce à l'énergie solaire, comme on vient de l'évoquer, les batteries vont permettre de stocker et redistribuer l'excédent d'énergie solaire, ce qui permet d'avoir une alimentation stable des charges connectées à notre installation. Quelque chose que je voulais quand même expliquer en prenant notamment ce schéma que vous avez en bas à gauche, c'est qu'il y a souvent un peu une mauvaise interprétation de comment l'énergie se conduit dans un système comme celui-ci. On nous fait souvent la réflexion que l'ensemble de l'énergie produite par les panneaux solaires entre dans la batterie, charge la batterie et est ensuite utilisée par le convertisseur. C'est pas le cas. Il peut très bien y avoir une partie de l'énergie qui va directement du régulateur de charge au convertisseur sans passer par la batterie. Donc voilà, juste un petit éclaircissement vis-à-vis de cet aspect. Alors sur les solutions où on est toujours hors réseau, hein, mais on a un système qui est hybride avec un groupe électrogène. Dans ce cas-là, le rôle de la batterie est similaire et l'intérêt, évidemment, c'est de diminuer le fonctionnement du groupe, que le groupe puisse fonctionner un nombre d'heures limité, voire fonctionner uniquement en backup quelques heures par an. On l'avait évoqué lors de la première présentation, sur des systèmes de grande taille, ça peut quand même être intéressant d'avoir un groupe électrogène pour gagner en fiabilité et avoir une seconde source d'énergie. Donc voilà, dans le cadre d'une solution hybride solaire groupe, les batteries ont le même rôle que dans une solution 100% solaire et du coup elles vont permettre au groupe de fonctionner un minimum de temps. Si on regarde des installations qui sont, elles, connectées au réseau, donc on nomme un grid, là, l'utilisation des batteries et de l'installation solaire en général est assez différente. Donc on va avoir deux rôles principaux. Le premier, ça va être de diminuer la facture d'énergie en utilisant l'énergie solaire de manière prioritaire au réseau. On va pouvoir justement diminuer sa consommation sur le réseau et donc diminuer la facture d'électricité. En plus, ce que vont permettre les batteries, c'est d'avoir une solution en cas de coupure sur le réseau. Donc, si on a une coupure sur le réseau, le convertisseur et les batteries vont permettre l'indépendance du système et les charges vont toujours fonctionner. Donc, on a d'une part une diminution de la facture et en plus une solution de secours. L'intérêt d'utiliser des batteries sur un système comme celui-ci, on peut aussi le définir par rapport à un système où on n'aurait pas de stockage. Donc ça, c'est des systèmes qu'on dit en injection. Là, on voit un petit peu comment ça fonctionne. On a un champ solaire qui est connecté à un convertisseur PV et le convertisseur PV va alimenter les charges et éventuellement réinjecter l'énergie vers le réseau si on ne fait pas de système de zéro injection. Le problème de ce type de système, c'est que d'une part, s'il y a coupure sur le réseau, le convertisseur PV va nécessairement s'arrêter, puisqu'il a besoin de voir une tension et une fréquence sur sa sortie pour fonctionner. Donc, dès qu'il y a coupure, les charges s'arrêtent, puisque le convertisseur s'arrête.
Et donc souvent, les clients auxquels vous proposez ce type de solution se retrouvent finalement assez déçus lorsqu'il y a coupure sur le réseau et qu'ils se retrouvent sans électricité. Donc c'est un des problèmes de ce type d'installation. En plus, si on est sur une application de type résidentiel où les particuliers qui habitent la maison sont présents chez eux principalement en soirée, et donc que les charges ne fonctionnent pas en journée, alors l'intérêt de ce type d'installation est largement diminué puisque l'énergie solaire n'est pas produite puisqu'il n'y a pas de consommation. En plus, généralement, puisqu'en Afrique, on n'autorise pas l'injection sur le réseau, donc la seule issue de sortie de l'énergie fournie par le convertisseur PV, c'est d'alimenter les charges. Donc, s'il n'y a pas de charge et qu'on empêche d'injecter sur le réseau, le convertisseur PV ne fonctionne tout simplement pas. Et donc, si on revient sur la première présentation, s'il y a peu de charge en journée, le convertisseur va tout simplement fonctionner de manière limitée. L'intérêt d'ajouter des batteries et d'avoir un système avec batterie sur ce type de système, c'est que l'énergie produite en journée va pouvoir être stockée et redistribuée le reste de la journée. Donc, si on utilise une installation connectée au réseau avec stockage, on va avoir un taux d'autoconsommation de l'énergie solaire produite qui sera plus élevé. Et donc, on va avoir une diminution de la facture d'électricité qui sera encore plus importante que dans un cas où on aurait un système avec convertisseur PV sans stockage. Donc voilà, juste quelques éléments de rappel sur le rôle du banc de batterie dans des systèmes solaires, qu'ils soient connectés au réseau ou hors réseau. D'autres rappels et d'autres définitions importantes qu'on va utiliser au cours de cette formation. La première étant sur la définition de l'état de charge. Donc c'est quelque chose de relativement simple. Hein. Quand la batterie est pleine, on a un état de charge qui est de 100%, et quand la batterie est vide, l'état de charge est de 0%. Rien de très compliqué. La seule chose que je pouvais ajouter à ça, c'est qu'on voit souvent dans la documentation liée à l'énergie solaire le terme SOC, qui veut simplement dire State of Charge, qui est l'anglais qui veut dire état de charge en anglais. Donc juste pour préciser cela. L'inverse, la définition inverse, c'est celle de la profondeur de décharge. Donc là, c'est justement l'inverse. Hein. Quand la batterie est pleine, la profondeur de décharge est de 0%. Alors que quand la batterie est vide, la profondeur de décharge, elle est de 100%. Un autre terme qu'on voit souvent dans la documentation sur l'énergie solaire, c'est ce qu'on appelle DOD, et ça vient de l'anglais Depth of Discharge, qui veut dire profondeur de décharge. Une troisième définition qu'on voit souvent et qu'on évoque souvent en parlant d'énergie solaire avec stockage, c'est la notion de cycle de charge. Elle nous sert notamment à déterminer la durée de vie d'une batterie. Donc un cycle de charge, c'est quoi? C'est la décharge d'une batterie jusqu'à un certain état de charge, par exemple 50% ou 0%, et une charge complète. Donc par exemple, sur ce schéma, là, on voit un cycle de charge à un taux de décharge, à une profondeur de décharge de 40%, ou un état de charge de 60%, puis on recharge complètement la batterie jusqu'à 100%. Donc là, on a un cycle de charge, un deuxième cycle de charge et un troisième ici. Donc voilà, c'est aussi une notion à connaître. Et un cycle de charge est bien lié à une certaine profondeur de décharge ou à un certain état de charge. D'autres notions importantes qu'on va voir maintenant, c'est sur le branchement des batteries en série ou en parallèle. Donc c'est quelque chose avec lequel normalement vous êtes assez familier. Donc si on prend l'exemple là d'une batterie plomb hein, de 12 volts 110 ampères. Si on connecte ces deux batteries en série, c'est-à-dire en connectant le moins de la première batterie sur le plus de la seconde batterie, on va avoir un banc de batterie où les tensions s'additionnent. Donc, au lieu d'avoir
12 volts, on a 24 volts. En revanche, le fait de connecter les batteries en série n'augmente pas la capacité en ampères-heure. La capacité en ampères-heure reste la même, donc on a bien un banc de batterie qui fait 24 volts, 110 ampères-heure. Si on met les batteries en parallèle, là c'est l'inverse qui se passe, on va avoir une tension qui reste la même, hein, donc on reste sur 12 volts, et en revanche la capacité double, donc le fait de mettre les batteries en parallèle, nous donne 220 ampères-heure. Donc pour rappel, mettre des batteries en parallèle, c'est connecter les plus ensemble et les moins ensemble. Donc voilà sur ces notions normalement de base que vous connaissez déjà. Et évidemment, donc si on a 4 batteries, là, donc avec 2 chaînes de batteries en parallèle, donc on va avoir une tension qui va doubler, hein, puisqu'on a les batteries sont en série, donc on va avoir 24 volts, et la capacité va aussi doubler parce qu'on a 2 chaînes de batteries en parallèle, chacune chaîne faisant 110 ampères-heure, on se retrouve avec un total de 220 ampères-heure. Autre notion importante, c'est la relation entre ampères-heure et watts-heure. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi maîtriser. Si on a une batterie qui fait 12 volts et 110 ampères-heure, pour définir sa capacité en watts-heure, il faut mesurer sa tension par sa capacité en ampères-heure. Donc dans le cas présent, on a 12 volts fois 110 ampères-heure qui nous donne 1320 watts-heure. C'est la capacité de la batterie en watts-heure. Une chose qu'on entend souvent dire et qui est fausse, c'est que le fait de mettre 2 batteries en parallèle permettrait de stocker plus de batteries et plus d'énergie que si on mettait 2 batteries en série. Donc cette information ou cette observation est fausse. Pourquoi? Parce que dans les 2 cas, on a vraiment exactement la même quantité d'énergie stockée, et pour ça, il faut faire les conversions en watts-heure. Donc on reprend, dans le premier cas ici à gauche où on n'a qu'une batterie, on a 12 volts fois 110 ampères-heure qui nous donne 1320 watts-heure. Si on met ces batteries en parallèle, alors on va avoir un système qui fait 12 volts, hein, la tension reste la même, et une capacité qui est double, 220 ampères-heure. Donc on a 12 fois 220, c'est égal à 2640 watts-heure. Pardon, il y a une erreur dans mes calculs. Ici, on a 1320 watts-heure. Excusez-moi, je corrigerai dans la présentation. Si on met ces 2 batteries en série, on a alors 24 fois 110 ampères-heure, ce qui nous donne exactement la même quantité d'énergie stockée. Donc, dans les 2 cas, on a 12 fois 220 qui nous donne 1320 watts-heure. Et dans le deuxième cas, on a 24 fois 110 qui nous donne aussi 1320 watts-heure. Donc, que les batteries soient en parallèle ou en série, on a la même quantité d'énergie stockée, ça ne change rien. On verra, et on l'a vu notamment la semaine passée, qu'on préfère généralement augmenter la tension et passer en 24 volts plutôt qu'en 12 volts si on en a l'opportunité et que le système est assez grand. Voilà, et donc, encore une fois, il faudra que je retravaille le calcul ici. Si on a 4 batteries, dont 2 en série et 2 en parallèle, là, du coup, l'énergie stockée est égale à 4 fois la capacité unitaire d'une batterie. On a bien 24 fois 220 qui est égal à 4 fois 12 volts fois 110 ampères. Désolé, encore une fois, ici le total n'est pas correct, mais je pense que vous avez compris l'idée. Pour continuer sur quelques rappels importants sur les batteries, je voulais maintenant un petit peu parler plus de technologies de batterie, de types de batteries qu'on retrouve sur le marché. Donc sur notre marché à nous, qui est celui du solaire en Afrique, on va avoir 2 technologies prédominantes. D'une part, ce qu'on appelle les batteries VRLA. Donc, ce sont des batteries étanches à recombinaison de gaz. Pour expliquer un petit peu ce que c'est des batteries qui ne vont pas laisser s'échapper les gaz liés aux réactions chimiques qui se passent dans la batterie, mais qui vont les recycler et ces gaz vont pouvoir être réutilisés.
Donc, on ne perd pas d'électrolyte normalement lors de la charge, lors de la décharge de la batterie. Elles sont quand même équipées de valves dans le cas où on aurait une surcharge de la batterie qui générerait un excès de gaz, et notamment d'hydrogène et d'oxygène. Cet excès de gaz va pouvoir sortir par ces valves, et ça, vous l'avez probablement déjà observé. Quand on surcharge les batteries, on va avoir sur la surface de la batterie, autour des valves, une sorte de petites couches blanches, des petits cristaux blancs qui se mettent autour des valves, et donc ça, c'est quand il y a eu justement une surcharge et un dégazage de la batterie. Normalement, il faut éviter ça, puisque ce sont des batteries qui sont faites pour justement recombiner et recycler l'électrolyte et ne pas en perdre. Donc, parmi les batteries VRLA, hein, qui sont aussi ce qu'on appelle des batteries sans maintenance, il n'y a rien à faire en maintenance particulière sur ces batteries, si ce n'est de temps en temps vérifier les connexions. Parmi ce type de batterie, on va trouver différentes sous-classes ou sous-types de batteries qui sont les batteries AGM, gel, OPZV, plomb carbone, etc. Vous en avez de nombreux types, on va y revenir. Si on regarde maintenant les batteries ouvertes, ah oui, ce que je voulais dire quand même sur les batteries VRLA, c'est que du coup l'électrolyte n'est pas liquide, il se présente sous différentes formes. Par exemple, si on regarde les batteries AGM, l'électrolyte est contenu dans un support en fibre de verre. C'est pour ça qu'on appelle ça AGM, c'est Absorbed Glass Mat. Hein, c'est un support en fibre de verre absorbant dans lequel on trouve, dans lequel est contenu l'électrolyte. Pour les batteries de type gel, là c'est différent, on les appelle gel puisque l'électrolyte est gélifié et donc c'est pareil, il est immobile au sein de la batterie. Dans le cas des batteries ouvertes, c'est assez différent. Là, l'électrolyte est complètement liquide et c'est des batteries qui vont nécessiter de la maintenance puisque là, on ne va pas recombiner les gaz. Lorsqu'il y a charge et décharge de la batterie, et notamment lors de la charge, les gaz qui vont être produits, qui sont principalement issus de l'eau, de l'électrolyte, vont s'échapper de la batterie. Et donc, ça crée de la perte d'électrolyte, et notamment de la perte de l'eau qui se trouve dans l'électrolyte. Donc, c'est des batteries pour lesquelles il va être nécessaire de rajouter de l'eau distillée de manière régulière, afin de préserver leur fonctionnement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important à savoir. On reviendra un petit peu sur ce type de batterie après. Parmi les batteries ouvertes, on va trouver différents types. Hein. Le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle batterie OPZS. Certains fabricants appellent ça aussi flooded battery. Mais voilà, ce qu'il faut retenir sur ces batteries, c'est qu'elles nécessitent de la maintenance en ajoutant de manière régulière de l'eau distillée. La fréquence de l'ajout de l'eau distillée varie en fonction de l'utilisation et des conditions de température dans lesquelles vous utilisez les batteries. Voilà. Je vous ai mis sur cette page un peu plus de détails sur les capacités, enfin disons les avantages, les spécificités de chacun des types de batteries, qu'ils soient étanches ou ouvertes. Donc je vous laisserai lire un peu plus en détail ce tableau une fois que les présentations seront partagées. La seule chose que je voulais peut-être un petit peu observer ici, c'est que globalement, ce qu'on utilise le plus sur le marché africain, ce sont les batteries AGM et GEL et en 12 volts du coup, et les batteries OPZS et OPZV en 2 volts pour les plus gros systèmes. La différence entre AGM et GEL, elle est assez limitée. Disons que généralement, les batteries AGM sont un petit peu moins chères. En revanche, elles vont avoir une durée de vie légèrement inférieure. Et donc ça, on le voit en regardant la fiche technique des batteries et en regardant leur durée de vie en cycle. Donc par exemple, on a une batterie AGM ici, sa durée de vie, elle n'est pas donnée en années, hein, parce que c'est quelque chose qui est impossible à faire puisque la durée de vie d'une batterie dépend
essentiellement de son utilisation, mais elle est donnée en cycle. Donc c'est une batterie qui va pouvoir être cyclée 600 fois à 50% de décharge. Une fois qu'elle aura été cyclée 600 fois, on va considérer qu'elle est en fin de vie. En réalité, cette batterie, en fin de vie, elle n'est pas morte, elle n'est pas endommagée, c'est simplement qu'il lui reste uniquement 80% de sa capacité initiale. C'est comme ça qu'on définit une batterie en fin de vie. Une batterie gel, quant à elle, va avoir une durée de vie en cycle qui est un peu plus importante. On va pouvoir la cycler 750 fois à 50% de décharge. Donc voilà. Les batteries OPZV et OPZS, elles, ont des durées de vie beaucoup plus importantes, parce que là, on parle de 2500 cycles à 50% de décharge. Donc, c'est des batteries qu'on va pouvoir cycler, encore une fois, 2500 fois. Donc, voilà, c'est beaucoup plus important que les batteries GEL et AGM 12 volts, quasiment 4 à 5 fois plus important en termes de durée de vie. Même chose pour les batteries OPZS, voire un peu plus. L'avantage des batteries OPZS par rapport aux batteries OPZV, c'est que les batteries OPZS qui sont ouvertes à électrolyte liquide vont avoir une meilleure résistance aux températures un peu plus élevées. Ce n'est pas pour dire qu'elles vont bien résister aux températures élevées, c'est jamais le cas dans le cadre des batteries de plomb, mais c'est légèrement plus adapté. En revanche, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elles nécessitent de la maintenance par ajout régulier d'eau distillée. Donc le fonctionnement de la batterie maintenant. Comment ça marche? Alors on va d'abord expliquer la décharge de la batterie. Je ne vais pas rentrer en détail dans les réactions chimiques qui se passent au sein de la batterie. C'est pas intéressant. Là maintenant c'est pas intéressant. Et en plus il existe énormément de documentation sur Internet à ce sujet. Donc je vous laisse faire vos propres recherches. Ce que vraiment que je veux que vous compreniez, c'est que ce qui se passe dans une batterie, c'est avant tout de la chimie. Et pour ceux qui se rappellent peut-être leur ancien cours de chimie, c'est des réactions d'oxydoréduction. Et donc gardez ça en tête, c'est quelque chose qu'on va utiliser plus tard pour bien comprendre justement le fonctionnement d'une batterie. Donc juste très rapidement, à l'heure de la décharge de la batterie, ce qu'on va observer, c'est que au niveau de l'anode, le plomb va réagir pour donner des électrons. Au niveau de la cathode, c'est de l'oxyde de plomb, un PbO2, qui va réagir avec l'électrolyte, qui va permettre de récupérer les électrons générés au niveau de l'anode. Et ces réactions chimiques vont permettre de générer un courant. Bien sûr, un courant continu. Et donc c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la batterie, et ce qui permet de générer ce courant, c'est de la chimie. Et juste pour un petit peu expliquer les problèmes que vous avez sûrement rencontrés sur le terrain, c'est-à-dire des batteries qui au bout de 1, 2, 3 ans ne fonctionnent plus, c'est souvent des batteries qui ont été déchargées trop profondément. Pourquoi? Lorsqu'on décharge trop profondément une batterie, l'électrolyte devient saturé en ions plomb, ce qu'on appelle Pb2+, et ces ions plomb vont commencer à réagir avec le sulfate de l'électrolyte. C'est une réaction secondaire qui apparaît quand on décharge trop profondément la batterie. Et donc, cette réaction va générer ou va créer du sulfate de plomb. C'est ce qu'on appelle la sulfatation. Le sulfate de plomb, c'est des cristaux, des petits cristaux blancs qui vont venir couvrir les électrodes de la batterie. Et de ce fait, comme les électrodes sont couvertes, les équations qu'on a vues précédemment de décharge de la batterie ne vont plus pouvoir se réaliser. Et donc, la capacité de la batterie diminue. Si ce phénomène, si les décharges profondes sont faites de manière régulière et fréquente, on va avoir des électrodes qui vont être complètement recouvertes de sulfate de plomb et qui ne vont plus pouvoir réagir. Et donc, on va avoir une batterie qui va avoir perdu énormément de sa capacité initiale et qui ne va plus fonctionner correctement. Ça s'observe assez facilement, c'est une batterie qui monte en tension très rapidement dès qu'on la charge. Un autre phénomène que je peux expliquer ici, c'est ce qu'il se passe lorsqu'on stocke une batterie. Il y a aussi des réactions secondaires qui vont se passer entre les électrodes et l'électrolyte. Et donc, on va avoir un taux d'autodécharge
de 2% par mois. Donc ça, c'est un petit peu pour clarifier ce que je viens de dire, c'est lorsqu'on laisse une batterie en stock, elle n'est connectée à aucun système, aucun convertisseur auto, aucun régulateur, ces batteries isolées vont quand même se décharger, et donc il faut faire attention à ça, puisque si vous laissez une batterie trop longtemps en stock, notamment dans des conditions de température élevées, elle va finir par se décharger et voire s'endommager. Donc voilà, quelques aspects vis-à-vis de la décharge de la batterie. Si on en vient à la recharge de la batterie, ce qui se passe simplement, c'est les équations inverses. Donc il y a reformation de l'oxyde de plomb au niveau de l'anode et reformation du plomb au niveau de la cathode. Et en revanche, c'est une réaction qui ne se fait pas naturellement, c'est une réaction qui est forcée. Donc on a besoin d'appliquer un courant aux bornes de la batterie pour que la charge et ses équations chimiques se réalisent. Ça me permet d'évoquer ce qui se passe quand on charge trop une batterie. Normalement, en fin de charge, lorsque la charge de la batterie est complète, on obtient une tension théorique en laboratoire à 20 degrés de 14,4 volts. C'est ce qu'on appelle aussi la tension d'absorption, j'y reviendrai. Si on continue de charger malgré qu'on soit arrivé à cette tension, ce qui va se passer, c'est que l'eau de l'électrolyte va être électrolysée. Donc l'eau va se transformer en hydrogène et en oxygène. Et donc ça, le risque, c'est que d'une part, vous risquez d'avoir des plaques de plomb, les électrodes qui vont être corrodées. Et si vous le faites de manière trop importante, la batterie, comme elle est étanche, les valves ne vont pas suffire à extraire l'ensemble du gaz formé, et donc les batteries vont gonfler. C'est peut-être un phénomène que vous avez déjà visualisé ou observé en tant qu'installateur. Donc voilà, c'est l'explication, disons, théorique et concrète de ce qui se passe. Il y a seulement un cas particulier où on va vouloir un petit peu, disons, surcharger les batteries et dépasser la tension de fin de charge. C'est le cas des batteries au PZS. Pourquoi on va faire ça? Puisque dans ces batteries, on l'a dit, l'électrolyte est liquide. Donc les composants les plus denses de l'électroliquide vont avoir tendance avec le temps à se concentrer dans le bas de la batterie. Le fait de surcharger légèrement la batterie de temps en temps va permettre de créer de l'hydrogène et de l'oxygène et donc de faire bouillonner un peu la batterie, de remélanger l'ensemble de l'électrolyte et d'avoir un électrolyte qui est à nouveau homogène. Cette charge, c'est ce qu'on appelle la charge d'égalisation, et donc elle permet de mélanger de l'électrolyte. C'est une charge qu'on fait régulièrement. Encore une fois, je ne peux pas vous dire un intervalle précis, puisque ça dépend complètement des conditions d'utilisation et de la température dans lesquelles sont utilisées les batteries. Ce qu'il faut savoir, en revanche, c'est que quand on fait une charge d'égalisation, on essaie en général de rajouter de l'eau distillée. Enfin, non, c'est l'inverse. Quand on rajoute de l'eau distillée dans une batterie au PZS, on va vouloir aussi faire une charge d'égalisation à la suite pour homogénéiser l'électrolyte. Voilà. Donc, rapidement, les causes des dommages qu'on va observer sur les batteries. Tout d'abord, la corrosion. Donc ça, on a expliqué un petit peu. La corrosion des électrodes, c'est ce qui va arriver sur une batterie quand on la charge avec un courant trop faible, quand on la charge avec une tension trop élevée, ou sur les batteries au PZS, quand l'électrolyte n'est pas homogène, et donc les composants les plus denses qui se retrouvent en bas vont commencer à corroder les plaques dans leur partie basse, les plaques de plomb dans leur partie basse. L'autre phénomène qu'on a évoqué juste avant, justement, c'est la sulfatation des électrodes. Donc, c'est le fait que des cristaux de sulfate de plomb viennent entourer les électrodes et éviter les réactions chimiques de décharge de se réaliser. Cette sulfatation, elle s'observe quand on a des décharges profondes trop régulières, notamment à des températures élevées, et aussi en cas de stockage déchargé pendant des durées trop longues. Et enfin, la stratification, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le fait que les composants les plus denses dans une batterie au PZS, dans l'électrolyte d'une batterie au PZS, se retrouvent dans la partie basse de la batterie. Et ça arrive quand on reste trop souvent à des états de charge faibles et qu'on ne fait jamais de charge complète. Donc, encore une fois, le phénomène de stratification est vraiment lié et se trouve uniquement dans le cas des batteries ouvertes de type OPZS notamment. Donc, voilà. Un message qu'on aimerait faire passer aussi lors de cette formation et qui est important,
puisque il vous permet vraiment de mieux comprendre et de mieux choisir vos batteries lors du dimensionnement de votre système. Ce message est le suivant, c'est que la capacité d'une batterie en ampères-heure, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qui dépend de la vitesse à laquelle elle est déchargée. En d'autres termes, plus on décharge une batterie rapidement, c'est-à-dire avec un courant fort, plus sa capacité devient faible. Donc, si on décharge une batterie rapidement avec un courant fort, c'est comme si cette batterie, elle, diminuait et qu'on pouvait en extraire moins d'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre, hein, c'est que la capacité d'une batterie, elle n'est pas fixe, elle est d'une certaine manière proportionnelle au courant de décharge qu'on lui applique et à la vitesse à laquelle on va la décharger. Et ça, c'est vrai pour toutes les technologies et toutes les marques de batteries plomb. Et c'est la raison pour laquelle la capacité d'une batterie, elle est toujours associée à un régime de décharge. Vous avez sûrement observé ça sur les batteries et sur les fiches techniques. Par exemple, on va parler d'une batterie de 12 volts 200 ampères heure en C20 ou en C10. C'est ce qu'on appelle le régime de décharge et ce régime de décharge correspond à la durée de décharge en heures qui est nécessaire pour obtenir la capacité totale de la batterie. Alors, si on reprend, pour expliquer un peu plus ce phénomène, j'ai rajouté un tableau sur cette page. Donc, on voit, ce tableau en fait représente la capacité d'une seule et même batterie, hein, qui est une batterie pour différents régimes de décharge. Donc, par exemple, c'est une batterie, cette batterie-là, hein, c'est une seule et même batterie, elle fait 100 ampères heure. Ces 100 ampères heure, on les obtient uniquement quand on la décharge en 20 heures. Donc, c'est une batterie qui fait 100 ampères heure 12 volts en C20. Cette même batterie, maintenant, si vous la déchargez en seulement 10 heures, vous verrez que vous n'obtiendrez pas 100 ampères heure, mais seulement 87 ampères heure. Donc, en d'autres termes, la capacité de la batterie en C10, elle n'est pas de 100 ampères heure, mais elle est bien de 87 ampères heure. Et donc, on va pouvoir continuer comme ça. On remarque que plus on décharge la batterie avec une durée courte et donc avec un régime de décharge faible, plus sa capacité sera diminuée. Donc, cette même batterie, si on les décharge seulement en 1 heure, on va obtenir une quantité d'énergie qui est égale à 61 ampères heure. Donc, tout ça pour à nouveau réexpliquer que vraiment la capacité d'une batterie n'est pas fixe, elle dépend vraiment de la vitesse et du courant de décharge qu'on lui applique. Voilà. Donc, ces valeurs-là sont toujours données dans les fiches techniques, hein. Généralement, une batterie, dans sa dénomination commerciale, on la donne en C20 ou en C10. Donc, par exemple, on va avoir une batterie Victron GL qui va faire 12 volts, 220 ampères heure en C20. Donc, c'est une batterie pour laquelle on va pouvoir qui va pouvoir restituer 220 ampères heure lorsqu'on la décharge en 20 heures. Néanmoins, ça, c'est uniquement sa valeur en C20. Et donc, dans la fiche technique, on va pouvoir voir sa capacité en fonction des autres régimes de décharge. Et donc là, j'ai pris deux exemples de fiches techniques, hein, qui ne sont pas des batteries Victron, mais pour vous montrer que c'est vraiment un phénomène qui est pas lié à une marque, mais qui est vraiment lié à la technologie. Donc ici, on a des batteries de marque OPQ et on voit bien que dans la fiche technique, on a la capacité de la batterie en fonction de différents régimes de décharge. Donc pour reprendre l'exemple, là, sur la première ligne, on a une batterie qui fait 70 ampères heure lorsqu'on la décharge en 100 heures et qui va faire uniquement 65 ampères heure lorsqu'on la décharge en 50 heures. On voit que la dénomination commerciale de cette batterie, c'est sa valeur en C100 parce que c'est une batterie qu'on nomme 12 volts 70 ampères heure. Là, on est sur des batteries de marque Trojan et le constat est exactement le même, hein. On a bien la capacité de la batterie en fonction des régimes de décharge. C'est important de connaître ces valeurs puisque ça vous permet de bien dimensionner votre banc de batterie. En effet, si vous avez un projet
dans lesquels les batteries sont plutôt déchargées en 5 heures. Du coup, il faut vraiment regarder dans la fiche technique et vérifier quelle est la capacité de la batterie lorsqu'on la décharge en 5 heures. Donc, il faut regarder sa valeur en C5. Si vous avez un projet où les batteries se déchargent plutôt en 10 heures, là, du coup, on va regarder plutôt sa capacité en C10. De comprendre aussi cette notion de régime de décharge, ça vous évite de vous faire arnaquer. Puisque on l'a vu, la capacité d'une batterie, elle n'est pas fixe, elle est variable, et donc pour bien comparer le prix des batteries, il faut s'assurer qu'on les compare au même régime de décharge. Donc je vous ai donné ici sur cette page un exemple. On a une batterie A, disons de marque X, qui fait 12 volts, 220 ampères-heure en C20. Donc c'est si vous allez au magasin, c'est ce que vous allez voir sur la batterie. Et puis à côté de ça, vous avez une autre batterie dans ce même magasin de marque Y qui fait 12 volts 220 ampères-heure en C100 et qui est aussi au prix de 500 €. Si vous vous retrouvez dans le magasin face à ces deux batteries, vous allez peut-être vous dire que les capacités de ces batteries sont équivalentes, ce sont les mêmes et donc elles valent le même prix, elles ont la même capacité, elles ont le même prix. Néanmoins, si on regarde un peu plus en détail la fiche technique et si on observe que les valeurs de capacité pour l'une est donnée en C20 et pour l'autre est donnée en C100, ce qu'on va vouloir faire, c'est vérifier, comparer ces deux batteries à un même niveau de régime de décharge. Donc, dans le premier cas, on a bien une batterie qui en C20 fait 220 ampères-heure. Si on veut comparer cette valeur avec le C20 de l'autre batterie, on remarque que cette batterie en C20, donc lorsqu'elle est déchargée en 20 heures, ne donne que 200 ampères-heure. Inversement, la capacité en C100 de cette batterie est de 240 ampères-heure. Donc, si on compare bien ces batteries en prenant en compte les régimes de décharge, on remarque que cette batterie a une capacité plus importante que celle-ci, puisque si on décharge cette batterie en 20 heures, on obtient 220 ampères-heure, alors que dans ce cas-là, si on décharge la batterie en 20 heures, on va obtenir que 200 ampères-heure. Donc, ce sont des batteries qui sont en réalité de capacités différentes. Donc, forcément, cette batterie a une capacité plus importante pour le même prix que l'autre. Donc, cette batterie est moins chère. Si le raisonnement a été un petit peu rapide, ce que je peux comprendre, n'hésitez pas, on vous enverra évidemment les vidéos de ce webinaire et donc vous pourrez le reprendre. De même, il existe beaucoup de documentation sur Internet liée sur les régimes de décharge, donc c'est quelque chose que vous pouvez creuser un peu de votre côté. Juste pour information, hein, ce que je dis là, c'est défini par des lois, et c'est notamment l'équation de Peukert. Voilà, si ça vous intéresse, je vous laisserai regarder ça un peu plus en détail. Un autre phénomène important que je voudrais expliquer ici, c'est que souvent on utilise la tension de la batterie pour définir son état de charge. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette manière n'est pas très fiable en réalité, puisque la tension d'une batterie nous permet de définir son état de charge uniquement lorsque la batterie a été placée au repos pendant 2 à 3 heures. Seulement dans ce cas, on va avoir une relation proportionnelle entre la tension de la batterie et son état de charge. Mais dans des batteries qui sont connectées à un système et qui vont être sans arrêt chargées, déchargées, à ce moment-là, la tension devient un très mauvais indicateur de l'état de charge de la batterie et donc ne nous renseigne pas vraiment sur l'état de charge dans lequel elle se situe. Pour un petit peu illustrer ces propos, ce que je vous ai ajouté sur cette page, c'est le graphique à droite. Et donc, ce graphique représente l'évolution de la tension de d'une batterie, en lui appliquant différents courants de charge. Donc, c'est une seule et même batterie qu'on teste. Et dans le premier cas, on décharge avec un courant de 36 ampères. Donc, on regarde avec un courant de 36 ampères. Donc, on remarque qu'en appliquant ce courant, la batterie est complètement déchargée assez rapidement, hein, environ entre 6 et 8 minutes, et qu'à la fin, sa tension est environ 9,6 ou 7 volts. Si cette même batterie, on la décharge maintenant complètement avec un courant de seulement 0,6 ampères, à ce moment-là, il va falloir 20 heures pour la décharger complètement,
Et en fin de décharge, on aura une tension qui sera cette fois-ci plus haute, et donc on a une tension en fin de décharge qui est de environ 10,5 volts. Dans les deux cas, et dans tous les cas qui sont représentés par ces courbes, on a déchargé complètement la batterie, elle est complètement vide, mais on se rend compte qu'à la fin, la tension n'est pas la même. Donc tout ça pour expliquer encore une fois qu'il n'y a pas de relation directe entre tension et état de charge dans un système où les batteries sont constamment chargées et déchargées, et que justement les courants de charge et de décharge qui sont appliqués à la batterie vont avoir un impact sur la tension, hein, ça vous le savez, et donc ne vont pas permettre de faire une corrélation entre état de charge et tension. C'est quelque chose que vous pouvez observer vous-même, hein. Si vous chargez très rapidement une batterie avec un fort courant, vous allez voir que sa tension va monter très rapidement. C'est pas pour autant que cette batterie elle sera complètement chargée. Pourquoi? Il faut revenir un petit peu aux explications qu'on a données au début, hein. Ce qui se passe dans une batterie, c'est de la chimie. Donc c'est des équations chimiques. Si vous voulez forcer ces équations, si vous envoyez un courant de charge ou vous tirez un courant de décharge trop fort, trop élevé par rapport à la capacité de la batterie, ces équations n'ont tout simplement pas le temps de se réaliser proprement, et donc on ne va pas pouvoir avoir l'ensemble de la quantité d'énergie souhaitée. Dernier point sur le fonctionnement d'une batterie, c'est les phases de charge d'une batterie. Donc là, ce que je voudrais expliquer un petit peu, c'est comment on charge une batterie, que ce soit avec le régulateur de charge de votre installation ou avec le chargeur du convertisseur-chargeur. Dans les deux cas, et généralement c'est le cas pour la plupart des fabricants de qualité, on va faire une charge en 3 phases. La première phase de la charge de la batterie, c'est ce qu'on appelle le bulk. Donc le bulk, c'est une charge de la batterie à courant constant. Généralement, on essaie de trouver le courant maximum de charge, donc à courant constant. Et donc, si la batterie est déchargée, par exemple, et démarre à 12 volts, on va avoir une tension de la batterie qui va augmenter progressivement. Une fois que la tension de la batterie est arrivée à la tension de fin de charge, qu'on appelle aussi tension d'absorption, on va diminuer le courant de charge progressivement et la tension, elle, va être fixée à la tension de fin de charge. Donc la tension va rester constante. Et donc ça, cette phase d'absorption, c'est la phase qui permet de finaliser la charge de la batterie et de la charger complètement, à 100%. C'est une phase qui est assez peu efficace, mais qui est nécessaire vraiment pour obtenir une charge complète. Suite à l'absorption, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en float. Et donc, pourquoi on passe en float? C'est quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure. Si on laisse une tension trop élevée au niveau de la batterie, on va avoir des risques de corrosion des électrodes de cette batterie. Donc, en diminuant la tension de la batterie à une tension de float, on évite ces phénomènes de corrosion et on s'assure une plus longue durée de vie de la batterie. Donc voilà, pour rappel, 3 phases de charge, le bulk, où on a un courant constant et une tension croissante. L'absorption, où on a une tension constante et un courant décroissant. Et finalement, le float, où on n'a pas de courant de charge, mais on a une tension qui est diminuée pour éviter la corrosion des plaques de plomb. Donc ces différentes phases de charge, vous les retrouverez dans tous les chargeurs et tous les régulateurs de qualité. Ce que fait en plus Victron, c'est qu'on a une phase de veille qui permet d'éviter encore plus la corrosion et régulièrement ce qu'on appelle des refresh pour, pour contrebalancer l'autodécharge de la batterie. Dans une journée classique de charge d'une batterie, sur un système off-grid, le type de système que vous réalisez en tant qu'installateur en Afrique, ce qu'on voit généralement, c'est que le bulk commence quand le soleil se lève et va durer 4 heures environ, 3, 4, 5 heures, à partir du début de la matinée. S'il n'y a pas de consommation, ce qu'on va voir, c'est que généralement, si le système est bien dimensionné, on va arriver en absorption en milieu de journée, ça va durer 1-2 heures.
en général, et puis dans l'après-midi, en fin de journée, avant que le client rentre chez lui, généralement les batteries sont en faute. Et c'est quelque chose qui va se répéter de manière générale. Évidemment, si on a une consommation en journée, c'est un peu moins clair, mais normalement, on obtient quand même, on essaye d'obtenir une charge d'absorption, donc une charge complète de la batterie, au mieux tous les jours, et au minimum une fois par semaine, si vous voulez que votre banc de batterie puisse avoir une durée de vie suffisamment longue. J'ai réexpliqué un peu chacune des phases ici, donc vous pourrez relire ça plus en détail plus tard. Sur la partie dimensionnement, donc là on va voir deux aspects. La partie énergie stockée, qui va permettre de rendre l'installation plus ou moins autonome, et la partie courant de charge et de décharge. Comment définir la capacité d'un banc de batterie? Et là, on repart en fait de ce qu'on a fait la semaine dernière sur le bilan de puissance. L'équation, elle est assez simple. La capacité du banc de batterie en watts dépend de la consommation journalière, du nombre de jours d'autonomie qu'on souhaite et de la profondeur de décharge maximum. La consommation journalière, c'est quelque chose qu'on obtient avec le bilan de puissance, on va y revenir et on l'a fait la semaine dernière. Le nombre de jours d'autonomie, c'est quelque chose qui est un petit peu à vous de définir. Il n'y a pas de valeur fixe et il n'y a pas de valeur recommandée. Ça dépend du site, ça dépend de l'utilisation, ça dépend de si vous avez le réseau ou un générateur en backup. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que généralement, on se trouve généralement entre 1 et 3 jours d'autonomie. 3 jours, c'est déjà beaucoup. Si vous mettez plus d'autonomie, et des fois on voit des appels d'offres, on demande jusqu'à 5 jours d'autonomie, le problème c'est que vous risquez d'avoir un banc de batterie qui est beaucoup trop gros par rapport à votre champ solaire et qui ne pourra pas être chargé correctement. On reviendra sur les aspects d'équilibre de taille entre le champ solaire et le banc de batterie. Néanmoins, faites attention dans l'utilisation de votre jour d'autonomie. Évidemment, si le nombre de jours d'autonomie est trop faible, voire inférieur à 1, le risque que vous ayez ici, c'est que l'installation ne soit pas fiable et que la consommation soit trop importante par rapport à la capacité de la batterie et que vous ayez des batteries qui sont déchargées trop profondément. Donc, faites attention à mettre un nombre de jours d'autonomie suffisant, au moins de 1, voire de 2, ce qui pourrait être conseillé. La profondeur de décharge maximum, on y reviendra tout à l'heure, mais on conseille généralement de ne pas décharger les batteries de plomb à plus de 50%. Donc voilà l'équation assez simple. La capacité de la batterie en watts, c'est la consommation journalière fois le nombre de jours d'autonomie et divisé par la profondeur de décharge. Pour avoir cette capacité en ampères-heure, c'est simple, il suffit de diviser la capacité des batteries en watts par la tension du système. On l'avait vu la semaine dernière, les watts divisés par des volts donnent des ampères. Donc là, on multiplie le tout par des heures et ça revient au même. Les ampères-heures divisés par les watts-heures divisés par des volts donnent des ampères. Donc si on a choisi une tension du système à 12, 24 ou 48 volts, c'est la tension qu'on va mettre ici dans notre équation. Donc voilà, ça c'est pour définir la capacité de stockage totale d'un banc de batterie. Néanmoins, c'est souvent, le calcul qui est fait et qui est prédominant. Ce qui est souvent oublié, et c'est quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, c'est que il faut faire attention à la taille de la batterie par rapport au courant de charge et au courant de décharge qu'on va lui appliquer. Si vous avez une batterie, disons, de 110 ampères-heure, si vous appliquez à cette batterie un courant trop élevé, par exemple un courant de 50 ampères, vous allez voir que la tension de la batterie va monter très vite, mais qu'elle ne sera pas bien chargée. Les équations de la chimie à l'intérieur de la batterie ne va pas avoir le temps de se faire. Donc, on va avoir une tension qui monte vite, mais la batterie n'est pas correctement chargée. Elle n'est pas chargée à 100% en réalité, puisque ce qu'on a vu sur les régimes de décharge aussi tout à l'heure s'applique dans le cadre de la charge aussi. Donc, ce qu'il faut déterminer, c'est un courant de charge qui est adapté à notre banc de batterie. Par exemple, si on a et ces courants de charge, cette valeur de courant de charge adaptée ou optimale, ce qu'on dit et ce qu'on recommande en général, c'est qu'elle doit se trouver entre 10% et 20% de la capacité de la batterie en ampères-heure. Donc, le courant de charge en ampères du banc de batterie doit se trouver entre 10 et 20% de la capacité en ampères-heure du banc de batterie. Si on prend un exemple pour illustrer ça, où on a un système formé de 4 batteries,
deux batteries en série, deux batteries en parallèle. Donc c'est un système, enfin un banc de batterie qui fait 24 volts, 400 ampères-heure. Du coup, le courant de charge minimal est égal à 10% de 400 ampères-heure, et donc ça nous donne 40 ampères. Le courant de charge maximal qu'on peut appliquer à cette batterie, il est égal à 20% de sa capacité en ampères-heure, donc 20% de 400 ampères-heure, ce qui nous donne 80 ampères. On va refaire des exemples tout à l'heure, vous inquiétez pas. Donc si on sait aussi que la puissance est égale à la tension fois le courant, donc si on sait que le courant de charge minimal du banc de batterie est de 40 ampères, si on multiplie par la tension du banc de batterie, donc on a 40 ampères fois 24 volts, on obtient 960 watts. 960 watts, c'est donc la puissance de charge minimale qu'on doit appliquer à la batterie pour qu'elle puisse être chargée correctement. Si on fait la même chose avec le courant de charge maximal, qu'on multiplie par la tension du banc de batterie, à ce moment-là, on a une puissance de charge qui est égale à 1920 watts. Donc, c'est la puissance de charge maximale qu'on peut appliquer à ce banc de batterie. Si on dépasse les 1920 watts, c'est des batteries qui vont être chargées trop rapidement, qui vont être mal chargées et qui vont potentiellement même être endommagées. On a parlé de gonflement, par exemple, tout à l'heure. Donc, le fait de calculer ces valeurs de courant de charge minimale et de courant de charge maximale, ça nous renseigne sur notre dimensionnement de manière plus générale, puisque ça nous renseigne, par exemple, sur la puissance du champ solaire adapté au banc de batterie. Dans le cas de figure de l'exemple qu'on a repris là, si on a un champ solaire qui est trop petit, par exemple inférieur à 900 watts, ou beaucoup trop gros, supérieur à 2000 watts, on va avoir un banc de batterie qui va être chargé avec un courant de charge soit trop faible, soit trop important. Et donc, on comprend là qu'il doit bien y avoir un équilibre entre la capacité du banc de batterie et la puissance du champ solaire pour avoir un courant de charge adapté. On peut aussi voir l'utilité de ces calculs puisque ça nous renseigne sur le courant de charge maximum du convertisseur chargeur. Donc, si on a un multiplus et un quattro qui vont pouvoir charger la batterie à partir du réseau ou du générateur, il faut s'assurer que le courant de charge de ce quattro ou de ce multiplus est bien adapté, au banc de batterie. Donc voilà, faites attention dans votre calcul de dimensionnement, vérifiez quels sont les courants de charge minimales et maximales qu'on peut appliquer au banc de batterie et vérifiez que l'ensemble de votre système, et notamment la puissance du champ solaire, est adaptée à ces valeurs. Même chose pour la décharge, on va avoir des courants de décharge maximales, un courant de décharge maximal par rapport à la taille de notre banc de batterie. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez assez bien imaginer. Si sur une batterie de 110 ampères-heure ou 200 ampères-heure, peu importe, prenons l'exemple de 110 ampères-heure, vous déchargez la batterie avec un courant de 100 ampères, ce qui va se passer, c'est que la tension de la batterie va diminuer très rapidement et donc on va obtenir une faible quantité d'énergie. Et on risque d'abîmer la batterie. Donc, il faut vraiment aussi voir cet aspect-là, que le courant de décharge du banc de batterie ou de la batterie doit être adapté et proportionnel à sa taille. Et donc ça dépend un petit peu de la technologie de batterie qu'on utilise, puisque chaque technologie de batterie a une résistance interne qui peut varier. Et donc, moins la résistance interne de la batterie est élevée, plus on va pouvoir utiliser des taux de décharge, des courants de décharge assez élevés, pardon. Donc, dans le cas d'une batterie, j'ai donné trois technologies de batterie puisque c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. Donc, sur une batterie AGM, on considère qu'on peut généralement la décharger avec un courant qui est égal à sa capacité C divisé par 2. Pour les batteries gel, on prend en général la capacité. Alors, quand je parle de capacité, je parle généralement de capacité en C10 ou C20. On va pouvoir lui appliquer un courant de décharge qui est égal à sa capacité divisé par 3. Et pour les batteries OPZS et OPZV, c'est des batteries qui ont des résistances internes assez élevées. Et donc là, on a un courant de décharge qui est maximum de sa capacité divisé par 5. Donc, si on prend un cas concret, si on a 4 batteries gel de 200 ampères-heure 12 volts, dans un système en 24 volts, donc 2 batteries en série, 2 en parallèle, ça nous fait un banc de batterie de 24 volts 400 ampères-heure. Et donc, si on prend l'exemple d'une batterie gel, on sait que le courant de décharge maximum de ce banc de batterie est égal à sa capacité divisé par 3.
Donc, on a 400 ampères-heure fois 0,33 ou 400 ampères-heure divisé par 3, ça revient au même, qui nous donne 132 ampères. Donc, le courant de décharge maximal qu'on va pouvoir appliquer à cette batterie, il est de 132 ampères. Si, comme tout à l'heure, on sait que P égale la puissance égale la tension fois le courant, donc si on multiplie ces 132 ampères par la tension du banc de batterie, on obtient la puissance maximale de décharge et donc qui nous donne 3168 watts. C'est important de calculer ce chiffre. Pourquoi? Parce que ça nous permet de connaître un petit peu la puissance maximale du convertisseur qu'on va connecter au banc de batterie. On voit sur ce calcul que la puissance de décharge maximale d'un banc de 200 ampères 24 volts, c'est d'environ 3160 watts ou 170 watts. Si sur ce banc de batterie, vous mettez un convertisseur de 10 kW avec des charges qui vont pouvoir tirer jusqu'à 10 kW, vous vous rendez compte maintenant que ce banc de batterie va mal réagir, hein, il va diminuer en tension assez rapidement et donc vous allez avoir un système assez instable qui ne va pas permettre de bien fournir les charges. Donc, il faut que le banc de batterie, sa capacité totale, soit adaptée à la puissance ou au courant de décharge qu'on lui applique. Et donc ça, c'est quelque chose qui est parfois oublié. Et on voit des cas typiques où on a un très gros convertisseur, par exemple de 48 volts 5 kVA, ou encore pire, disons de 24 volts 5 kVA, sur un tout petit banc de batterie formé de deux batteries de 100 ampères-heure 12 volts. Ça, c'est un système qui est mal équilibré, où vous avez un convertisseur qui va tirer des courants de décharge beaucoup trop importants par rapport au banc de batterie. Et donc, la tension du banc de batterie va diminuer très rapidement et le système va se couper et va même être assez instable. Du fait du manque d'équilibre entre la capacité du banc de batterie et la puissance du convertisseur. Donc, pour reprendre un petit peu ces aspects-là, je voudrais maintenant repartir du tableau Excel qu'on a fait la semaine dernière ensemble et reprendre les petits calculs de dimensionnement qu'on vient d'évoquer. Donc, vous remarquez qu'on revoit le tableau le bilan de puissance qu'on a effectué ensemble la semaine dernière, hein, et donc on a une consommation journalière totale. J'ai légèrement modifié les chiffres, mais on avait 7183 Wh. Pour reprendre les équations qu'on a vues tout à l'heure, hein, notamment sur le calcul du stockage de la batterie. Donc, pour revenir un petit peu aux équations, c'est les équations que j'ai présentées il y a quelques secondes ici. On voyait que la capacité des batteries en wattheure était égale à la consommation journalière divisée par le nombre de jours d'autonomie et la profondeur de décharge. Donc, si je reviens à mon fichier Excel, ça veut dire que, disons qu'on prend l'exemple d'un système où on aurait un banc de batterie, allez, je monte directement en 48 volts. Donc là, je fais mes entrées, hein, je définis mon système, on choisit un nombre de jours d'autonomie, par exemple, égal à 1 jour. On a une profondeur de décharge maximum qui est, on va dire, de 50%. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on expliquera tout à l'heure, mais qui est généralement une valeur conseillée. Et donc, on va partir sur un type de batterie gel. Donc, la capacité du banc de wattheure, on l'a dit, c'est égal à la consommation journalière divisée multiplié par le nombre de jours d'autonomie et divisé par la profondeur de décharge. Et donc on obtient un banc de batterie qui, selon notre définition, selon notre équation, doit faire environ 14 365 Wh. Si on veut obtenir la capacité en ampères-heure, on divise cette capacité en Wh par la tension et on obtient 299 ampères-heure. Donc, il nous faut un banc de batterie de 48 volts, disons 300 ampères-heure pour simplifier. Donc, il va nous falloir 4 batteries de 12 volts en série de 300 ampères-heure chacune. Alors, c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement sur le marché, les batteries de 300 ampères-heure. Donc, on va peut-être plutôt partir sur 2 strings de batterie. Donc, chaque chaîne de batterie étant formée de 4 batteries de 150 ampères-heure en série, et on va mettre 2 chaînes en parallèle, donc pour bien obtenir les 48 volts 300 ampères-heure. Le courant de charge maximal,
on l'a dit tout à l'heure, il doit être égal à 20% de la capacité du banc de batterie. Donc ça veut dire qu'on a un courant de charge maximum de ce banc de batterie qui est égal à 20% fois la capacité du banc de batterie en ampères-heure. Donc on a un courant de charge maximal qui est environ 60 ampères. Et donc pour connaître la puissance équivalente, on multiplie les 60 ampères par la tension du banc de batterie. Et donc on a une puissance de charge maximum qui est égale à 2873 watts. Donc si sur ce banc de batterie vous mettez un champ solaire qui va jusqu'à 3 kW, ça va, voire même un peu plus puisque une partie du courant de charge va aller directement vers le convertisseur. Si vous mettez un champ solaire qui fait 4, 5, 6, 7 kW, vous voyez que vous aurez un courant de charge trop élevé. Inversement, on peut calculer le courant de charge minimum de ce banc de batterie conseillé. Et donc là, on avait dit que c'était 10% le minimum fois la capacité du banc de batterie en ampères-heure. Et donc là, on obtient évidemment 2 fois moins. Donc, on obtient seulement 30 ampères. Pour obtenir la puissance, on fait 30 fois 48. Et donc, on a 1436 watts. Si on charge avec une puissance inférieure à ça, très probablement la batterie sera chargée avec un courant trop faible et donc mal chargée. On continue avec la décharge maximum de la batterie. Donc là, on avait dit pour une batterie gel que c'était environ égal à un tiers de sa capacité. Vous pourrez reprendre les tableaux que j'ai donnés dans mon Excel. Et donc là, on a 33% fois la capacité du banc de batterie en ampères-heure, ce qui nous donne 98 ampères. Si on multiplie par la tension, on a du coup 4700 watts. Donc ça, c'est la puissance de décharge maximum. Il ne faut pas décharger ces batteries avec une puissance supérieure à 4700 watts. Et donc, ça nous informe sur la capacité du convertisseur maximum qu'on va pouvoir poser sur ce banc de batterie, environ 5 kW. Si on met un convertisseur plus gros, que les charges derrière demandent plus que 4700 watts, les batteries risquent de mal réagir. Donc voilà, pour les éléments de dimensionnement. Je reviens maintenant et je vais finir, je vois qu'on est pas tout à fait en avance, il nous reste 5 ou 10 minutes. Je vais finir sur quelques conseils pratiques par rapport au banc de batterie et puis sur les questionnaires que j'avais évoqués en début de présentation. Donc, quelques conseils pratiques. Le premier, et on a expliqué tout à l'heure pourquoi, c'est qu'il ne faut jamais décharger un banc de batterie plomb en dessous de 50%. Quand je dis jamais, c'est un petit peu, disons, exagéré, ou pas exagéré, mais disons que c'est quelque chose que vous devez aussi évaluer. Si vous autorisez une décharge plus profonde du banc de batterie plus profonde que 50%, il faut juste être honnête avec votre client et lui dire que peut-être le budget initial sera moins élevé. Néanmoins, la durée de vie des batteries sera probablement plus faible et il devra les changer plus fréquemment. On le voit ici, hein, pour l'exemple des batteries Victron. Si on prend en rouge, c'est les batteries gel. Si on les décharge à 80%, elles vont pouvoir avoir une durée de vie d'environ 500 cycles. Alors que si on les décharge à 50%, on va avoir environ 750 cycles. Si on imagine qu'on décharge tous les jours, on cycle tous les jours ces batteries à 80 ou 50%, c'est-à-dire que dans une année, on a 365 jours. Ça, c'est une batterie qui va durer environ 1 an et demi si on la décharge à 80% tous les jours et un peu plus proche de 2 ans, voire 2 ans et demi si on la décharge seulement à 50%. Évidemment, ça, c'est dans le cadre où on la déchargerait tous les jours. Si on a rajouté des jours d'autonomie, normalement, on devrait avoir des taux de décharge encore plus faibles et non du coup une durée de vie qui va quasiment proportionnellement augmenter. Mais donc, de manière générale, éviter les décharges à plus de 50%, ça va réduire drastiquement la durée de vie, comme nous montre ce graphique. Comment éviter ça? D'abord, il faut bien dimensionner son banc de batterie. On a vu tout à l'heure comment faire et comment prendre en considération la profondeur de décharge maximum. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire. C'est tout d'abord régler la tension de coupure des convertisseurs et des régulateurs. Donc, cette tension de coupure, ou ce qu'on appelle tension de déconnexion batterie basse, c'est la tension des batteries pour laquelle le convertisseur va s'arrêter. Donc, par exemple, si vous prenez un Phoenix ou un Multiplus,
S'il voit une tension trop faible au niveau des batteries, il va se stopper, ce qui va éviter de décharger trop profondément les batteries. Donc c'est ça, et ça c'est programmable, c'est quelque chose qu'on programme dans le convertisseur, et c'est ce qu'on appelle la tension de déconnexion basse. Sur les régulateurs de charge de faible puissance, on a aussi une sortie pour les charges DC, sur laquelle on peut aussi régler une tension de déconnexion basse. Donc si la tension de la batterie descend de manière trop importante et descend en dessous du seuil de déconnexion, alors les charges qui sont branchées sur la sortie DC du régulateur seront coupées. Et quelque chose d'autre qu'on appelle battery protect, mais ça je vais l'expliquer dans le prochain slide. Donc tout ça c'est des éléments qui sont présents dans les convertisseurs ou dans les régulateurs de charge qui vont permettre de couper les charges si la batterie est déchargée trop profondément ou avant que la batterie soit déchargée trop profondément justement. Donc il faut savoir paramétrer cette tension de déconnexion basse, et c'est quelque chose qui est en fait très facile à faire avec les équipements Victron et qui se fait via l'application Victron Connect que j'avais présentée lors de la première présentation, et sur votre ordinateur ou avec un smartphone. On y reviendra dans un prochain webinaire. On peut, disons, recommander des tensions de déconnexion. Néanmoins, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu à voir avec chaque projet, en fonction notamment des courants de décharge qui sont appliqués à la batterie. Si vous avez des forts courants de décharge sur des durées très courtes, vous pouvez autoriser des tensions de déconnexion assez faibles, puisque potentiellement, ces courants de décharge, même s'ils sont importants, ils ont des durées très courtes, donc ils vont peu décharger la batterie. En revanche, si vous avez des courants de décharge avec des courants très faibles, mais qui vont durer très longtemps, le problème, c'est que la tension de la batterie va diminuer très faiblement, or potentiellement, elle se décharge de manière importante. Donc, dans ce type de système, il faut disons, configurer une tension de déconnexion assez élevée. Néanmoins, on peut donner des valeurs moyennes. Généralement, ce qu'on recommande, c'est que sur un système à 12 volts, on configure une tension de déconnexion à 11 volts. Et donc ensuite, pour un système de 24 volts, 22 volts, et 44 volts pour un système de 48 volts. Ici, désolé, il y a une petite erreur. Quelque chose que je voulais rapidement expliquer, sur lequel on reviendra peut-être plus tard, c'est que dans les Phoenix, les petits Phoenix inférieurs à 3 kVA, on a là un système intelligent qu'on appelle tension de coupure dynamique et qui va choisir la bonne tension de déconnexion en fonction des courants de décharge appliqués. Donc, si on a des courants de décharge forts pendant des durées faibles, il va autoriser une déconnexion à une tension assez faible. Inversement, si on a des courants de décharge très faibles, mais pendant une durée très longue, qui potentiellement vont beaucoup décharger la batterie sans diminuer fortement la tension, alors là, on a une tension de déconnexion qui va être réglée de manière automatique à une valeur plus élevée. Un autre moyen qui permet de prémunir et d'éviter les décharges profondes, c'est d'informer le consommateur, d'informer le client final. Si le client final a l'information sur la profondeur de décharge de ses batteries ou l'état de charge de ses batteries, alors il va pouvoir gérer raisonnablement sa consommation et éviter de trop décharger ses batteries. Et donc pour ça, on va utiliser soit un moniteur de batterie, soit un système de monitoring plus complexe comme le Color Control qu'on avait présenté lors de la première présentation. Et donc ces appareils vont donner au client l'état de charge de sa batterie. Vendre une installation solaire sans avoir d'appareil qui permette de donner l'état de charge de la batterie à un client, c'est un peu comme vendre une voiture sans compteur de vitesse et lui demander de rouler à 50 km/h. C'est impossible pour lui de bien gérer sa consommation s'il ne sait pas comment ses batteries sont déchargées. Et on l'a vu tout à l'heure, la tension ne suffit pas, puisque dans un système dynamique où on a des courants de charge et de décharge réguliers, l'information sur la tension des batteries n'est pas un bon indicateur de l'état de charge. D'où la nécessité d'avoir des appareils plus complexes comme le moniteur de batterie ou le Color Control. En plus, le fait d'avoir ces appareils va vous permettre à vous, en tant qu'installateur, de bénéficier d'un historique sur le fonctionnement et l'utilisation de la batterie. Et donc, si vous avez un problème de SAV sur la batterie, vous pouvez définir quelle est l'origine de ce problème. Est-ce que c'est une batterie qui a été déchargée trop profondément, trop régulièrement, etc., etc. Vous pouvez même mettre une sonde de température sur la batterie et voir s'il a été utilisé dans des conditions de température trop élevées. Et donc, si le client vous pose un problème parce que ses batteries sont endommagées,
et qu'en fait la responsabilité elle est liée à lui et à sa mauvaise utilisation des batteries, vous pouvez le prouver et donc éviter les cas de SAV compliqués. Donc il y a plusieurs moyens de couper les batteries en fonction de la tension de connexion. Donc à la sortie des converteurs Phoenix, on l'a vu, sur la sortie de DC des régulateurs de charge, ça c'est pour les systèmes avec un régulateur de charge qui a une sortie DC. Et donc pour monitorer l'état de charge des batteries, notamment sur les systèmes de petite et moyenne taille, on va utiliser un moniteur de batterie qui se positionne avec un shunt sur la batterie, sur le pôle négatif de la batterie. Si vous êtes sur des systèmes un petit peu plus gros, donc là c'est un Phoenix de plus grande taille ou un multiplus et un quattro, et pareil on va pouvoir couper les charges AC en fonction de la tension du banc de batterie, et donc ça c'est quelque chose qui se configure. Si vous êtes sur un système plus gros avec un gros régulateur qui lui n'aurait pas de sortie DC pour les charges, donc le plus gros régulateur Victron au-dessus de 20 ampères n'ont pas de sortie DC, donc là, et que vous avez quand même des charges DC, là, il faut trouver un moyen de couper ces charges DC pour éviter qu'il y ait des charges trop profondément à la batterie. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle un battery protect, qui n'est pas un relais, mais disons, sa fonction est quasiment identique. Quand la batterie a une tension trop faible, alors on coupe les charges DC. Voilà. Un autre point intéressant et important, c'est que ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que la température a disons, un impact énorme sur la durée de vie d'une batterie plomb. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque 10 degrés au-dessus de 20 degrés, la durée de vie d'une batterie est divisée par 2. Donc, si vous avez une batterie gel, par exemple, qui peut vivre 750 cycles, ça, c'est à 20 degrés. Si maintenant vous montez à 30 degrés, sa durée de vie, elle est divisée par 2, donc son nombre de cycles va être de seulement 375. Et donc, comme ça, en montant, si on passe à 40 degrés, c'est encore divisé par 2. Et donc, on comprend là pourquoi une batterie qui à 20 degrés peut vivre 3 à 4 ans, voire plus, 5 ans. Dès qu'on la passe et qu'on la fait fonctionner à 30 degrés, voire plus, on diminue très rapidement sa durée de vie, à seulement 1-2 ans. Donc, maintenant, imaginez-vous que vous combinez des décharges profondes régulières avec une température élevée, ce qu'on voit souvent, malheureusement, dans des systèmes, dans des installations. Vous comprenez très rapidement pourquoi au bout de 6 mois ou 1 an, les batteries peuvent être détruites et complètement endommagées. Donc le cumul des décharges profondes et des températures élevées, c'est l'ennemi numéro 1 des batteries plomb en Afrique, et donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment faire attention. Comment maîtriser la température de ces batteries? Il y a plusieurs fonctions, plusieurs façons de le faire, et c'est un peu lié à la taille du projet et au budget. Déjà, on n'installe jamais les batteries en extérieur. On essaie plutôt de les installer dans la salle la plus fraîche possible du bâtiment. On essaye d'aménager des ventilations naturelles de la salle. Si possible, et pour les installations de moyenne taille, disons, on va utiliser des extracteurs d'air. Et même pour les installations de plus grande taille, ce qu'on va faire carrément et sans aucun problème, notamment pour les installations, disons, de 30 kVA et plus, c'est rajouter des climatiseurs dans la salle des batteries. Et donc ça, à partir du moment où on a une puissance, une installation relativement grande, c'est quelque chose qu'on va faire puisqu'on va vraiment pouvoir augmenter la durée de vie des batteries et donc rentabiliser l'investissement du client. Sur les nouveaux bâtiments, même quand on a l'opportunité sur un projet de faire un nouveau bâtiment technique pour les batteries, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment isoler le bâtiment au mieux, de manière à avoir un bon comportement, une bonne efficacité thermique du bâtiment, qu'il reste assez frais malgré les températures élevées à l'extérieur. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé d'aller vers des solutions très compliquées. Il y a souvent des matériaux locaux, et on le voit souvent en Afrique, qui vont très bien, qui vont permettre d'avoir des très bons rendements d'isolation. Et donc, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'aller vers des choses, des matériaux chers et importés. Vous pouvez utiliser des choses locales. Une autre technique qu'on utilise aussi sur les gros systèmes, c'est en fait quand vous faites votre local technique, vous faites la salle de batterie de manière semi-enterrée, entre guillemets, dans une cave, hein, de manière à profiter de l'inertie thermique qui est offerte par le sol. Et même si vous ajoutez une clim dans cette salle-là, vous êtes sûr de pouvoir maintenir très facilement une température assez faible dans la salle des batteries, et même de faire tourner finalement le climatiseur assez peu. Donc voilà. Quelques derniers conseils, et j'en finirai là. D'une part, c'est n'utilisez jamais des batteries de démarrage avec des batteries de voiture pour vos systèmes. C'est des batteries qui sont inadaptées.
qui ont une décharge qui ne sont pas adaptées aux décharges profondes, qui ont des plaques très minces. En fait, elles sont faites pour fournir un courant fort rapidement, mais elles ne sont pas faites pour être déchargées profondément. Donc, complètement inadaptées aux installations solaires que nous on fait. Ne pas utiliser des batteries d'occasion, tout simplement parce que vous ne savez pas dans quel état elles sont. Hein. En regardant une batterie de l'extérieur, on peut pas du tout savoir si elle est en bon état ou en mauvais état. Les testeurs de batterie, on n'en a pas beaucoup et ils fonctionnent pas bien. Des fois, ça ne marche pas, ça ne donne pas une bonne indication. Donc, de manière générale, essayez d'éviter les batteries d'occasion. En plus, elles peuvent avoir des résistances internes assez différentes parce qu'elles ont été utilisées différemment. Et du coup, quand vous les réinstallez ensemble, le fonctionnement du banc de batterie va être très peu homogène. Et donc, les batteries vont vieillir d'autant plus vite. Quelque chose qu'on voit aussi malheureusement régulièrement, c'est que dans un même banc de batterie, on va avoir des batteries de capacités différentes ou des modèles différents, etc. Ce genre de pratique est complètement à proscrire. Dans un banc de batterie, on doit avoir des batteries de même marque, même modèle, même capacité, même tout. Ça doit être des batteries complètement identiques. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi ça s'explique? Parce que si on utilise des batteries différentes, chaque batterie va avoir des résistances internes différentes et on va avoir des batteries qui vont travailler plus que d'autres. Et donc, le banc de batterie au total va vieillir de manière rapide. Voilà, donc une bonne pratique, toujours les mêmes batteries dans un banc de batterie. Sur les projets de plus grande taille où vous avez des bancs de batterie assez conséquents, évitez d'utiliser des batteries 12 volts et de faire de nombreuses chaînes de batterie en parallèle. Généralement, on se limite à 4 ou 5 chaînes de batterie en parallèle pour les batteries 12 volts. Et donc, si c'est pas suffisant, vous avez besoin d'un banc de batterie plus gros, surtout utilisez des batteries 2 volts, puisque ces batteries existent dans des capacités beaucoup plus importantes. Et en fait, on va éviter de faire trop de strings, trop de chaînes de batterie en parallèle. Donc, on va avoir un banc de batterie qui va mieux fonctionner et qui va aussi durer plus longtemps. Donc, faites attention, évitez ce type de système avec beaucoup de chaînes de batterie en parallèle. Ça charge mal. Ça ne vit pas longtemps, donc limitez vos bancs de batterie à 4 ou 5 chaînes en parallèle. Et voilà ma dernière page. Quelques autres préconisations qu'on peut donner, c'est de ne pas coller les batteries dans un banc de batterie. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi des fois, c'est que malheureusement, les installateurs collent les batteries les unes aux autres dans les racks ou tout simplement par terre. Et le problème, c'est qu'en les collant, en fait, l'énergie qui est dissipée par la batterie lors de la charge notamment ne va pas pouvoir s'échapper, donc on va avoir un banc de batterie qui va chauffer de manière plus importante. Donc laissez un peu d'espace entre les batteries, laissez circuler l'air, voilà. On expliquera pourquoi plus tard, mais sur les convertisseurs et chargeurs Victron Énergie, on a ce qu'on appelle une sonde de température. Sur les multiplus et les quattro, toujours brancher cette sonde de température, puisqu'en fait, ce que je n'ai pas expliqué aujourd'hui, mais je l'expliquerai un autre jour, c'est que la tension de fin de charge d'une batterie dépend de la température. Donc, pour bien charger une batterie, il faut connaître sa température. Dans les régulateurs de charge, la sonde de température est à l'intérieur du régulateur. Avec les multiplus et les quattro qui disposent d'un chargeur et qui sont des convertisseurs-chargeurs, la sonde de température est liée à un câble qu'il faut connecter au multiplus ou au quattro et qu'il faut brancher sur le banc de batterie, de préférence sur la batterie la plus chaude qui se situe souvent au milieu du banc. Et un dernier conseil pour finir cette journée, c'est que les batteries OPZS, les batteries ouvertes, comme on a dit, elles laissent échapper du gaz et notamment de l'hydrogène. Il faut les mettre dans une salle isolée des convertisseurs et des régulateurs. Dans cette salle, il ne doit y avoir que les batteries, éventuellement un climatiseur ou un système de gestion de la température. Et vraiment isoler ces batteries au PZS dans une salle spécifique. Ça va éviter que l'hydrogène qui se dégage de ces batteries aille corroder vos régulateurs ou vos convertisseurs. Et puis, ça évite aussi surtout les risques d'explosion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et à prendre en considération. Les batteries OPZS ouvertes doivent être installées dans une salle à part. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Je vois que j'ai encore un peu dépassé le temps que je m'étais donné et je m'en excuse. Mais les batteries, c'est un sujet vraiment important et qui cause beaucoup de problèmes sur les installations en Afrique. Donc j'espère que les conseils et les informations données aujourd'hui vont pouvoir vous aider. Encore merci
et à bientôt.